Alors merci beaucoup pour cette présentation qui a vraiment très très bien joué le jeu de Lila en proposant vraiment à la fois un modèle alternatif et puis en insistant beaucoup sur la question du comment et de la manière dont on peut y arriver, donc ça donnait de l'espoir. Mais alors j'aurais une première question qui va peut-être un peu faire retomber l'enthousiasme parce que donc tu as parlé d'un modèle où finalement un modèle plus interventionniste, hein, si j'ai bien suivi, avec éventuellement une stabilisation des prix et finalement une régulation des marchés. En fait, la question que je voulais te poser, c'est les réactions que ne manqueront pas d'appeler de telles dispositions. Peut-être, je voulais t'interroger sur le rôle des lobbies qui ne manqueront pas de réagir et comment on pourrait faire concrètement pour les mettre au pas. Si effectivement on décide de mettre en place ce modèle alternatif. Alors, je réponds maintenant ou... Non, sur la question des lobbies, alors je ne sais pas de quel lobby tu parles, mais il y en a plein. On pourrait même y inclure les lobbies environnementaux. Voilà. Alors d'abord, à l'échelle européenne, il faut savoir que ça ne se passe pas tout à fait la même, à l'échelle bruxelloise notamment, et dans certains autres pays, ça ne se passe pas tout à fait la même chose que ce qui se passe en France. Je pense que notamment le syndicalisme agricole majoritaire, en l'occurrence la FNSEA, est très forte en France. Elle est très forte notamment en termes d'influence. Hein, voilà, c'est historiquement une cogestion quasiment des politiques agricoles avec l'État français. Et puis parce qu'elle a en main, par exemple, ce qu'on appelle les chambres d'agriculture, hein, qui sont des vraies instances de formation, d'accompagnement des agriculteurs. Elle a l'essentiel des chambres d'agriculture. Elle intervient dans les politiques du foncier, d'installation, etc. Il faut savoir déjà que dans beaucoup d'autres pays, ce poids est moins important, notamment dans les pays d'Europe du Nord. Dans certains pays, les ONG environnementales ont pris une place très très importante. Alors, le truc, c'est, on se pourrait se dire super et tout, bon, mais parfois ces ONG environnementales n'ont pas forcément de vision systémique non plus, hein, c'est-à-dire que les questions d'emploi peuvent passer à la trappe. Ça peut être aussi des ONG qui disent il faut abattre toute la PAC, qui ne parlent pas de régulation de marché, mais qui en gros disent qu'il ne faut plus que des aides agro-environnementales aux bonnes pratiques environnementales, mais qui occultent totalement cette question des prix rémunérateurs, de l'emploi, tout ça. Mais en tout cas, voilà, le rapport de force n'est pas complètement le même. Par exemple, je pense à l'Allemagne. L'Allemagne, ils arrivent à mettre chaque année à Berlin plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue sur les questions alimentaires, quoi. Alors après, ils ont aussi un lobby, entre guillemets, beaucoup plus fort sur le bien-être animal. Et ça, dans les pays du Nord, le bien-être animal, c'est vraiment beaucoup... les attentes se sont beaucoup plus développées. Alors en France, sur la FNSEA et les syndicats agricoles. Alors là, je pense qu'il faut il faut aussi bien voir que ce qui peut être soutenu à une échelle nationale par les représentants, les dirigeants nationaux, et pas forcément ce qui est soutenu déjà dans leur fédération de production, par exemple du lait, bovin, etc., et pas forcément ce qui est soutenu à l'échelle départementale. Ce que je veux dire, c'est qu'entre le discours national qui était notamment porté par Xavier Belin et les positions par production, par département, tout ça, il y a quand même parfois des grosses différences, quoi. Voilà, moi je pense que du coup, on ne peut pas dire que toute la FNSEA... Il n'y a rien à faire avec eux, bon déjà parce que c'est 50%, c'est plus de 50%, c'est une grande partie des voix du monde agricole, et parce qu'en son sein, il y a beaucoup de tensions, notamment entre éleveurs et céréaliers, et il y a beaucoup de divergences d'intérêts aussi entre régions, hein. Pas la même chose d'être en Haute-Savoie ou en Savoie, et puis d'être dans le grand bassin parisien, quoi, en termes d'intérêt. Donc voilà, pour juste un peu nuancer ça. Et puis, alors sur les lobbies, après, qu'est-ce que non, voilà. Donc voilà, et après, oui, il y a du coup, je pense que face au monde agricole, et moi je le soutiens, mais ça se discute, on ne peut pas arriver en disant aujourd'hui, notamment ce qui se passe depuis 3 ans, on peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui, de mon point de vue, dire aux agriculteurs,
en premier lieu et première chose, il faut que vous produisiez, il faut que vous préserviez mieux la nature, il faut qu'on vous mette des contraintes environnementales beaucoup plus fortes. Je pense que ça ne peut pas être entendu aujourd'hui. Vu leur situation économique, ça n'est pas possible, quoi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment prendre la question de façon globale sur la question environnementale, sociale et économique, en leur montrant qu'on peut à la fois produire plus de richesses avec des meilleurs revenus, maintenir l'emploi, et donc les transmissions à leurs fils, par exemple, ou leurs filles, et en même temps préserver l'environnement. Et je crois que c'est ça et il y a des agricultures aujourd'hui qui le montrent, quoi. Et il y a des réseaux qui le montrent, il y a des groupes d'agriculteurs qui le montrent, et je pense que ça, c'est beaucoup plus puissant comme discours que d'arriver d'emblée avec son grand étendard vert, quoi. Mais c'est un débat, hein, parce que moi, par ailleurs, voilà, je travaille souvent avec des ONG environnementales, Solidarité Internationale, tout ça, sur ces questions-là. Et je pense, voilà, qu'il faut qu'on ait cette approche-là, quoi. Alors, peut-être une deuxième question avant de laisser la parole à la salle. C'est par rapport à la question du libre-échange, parce qu'on a parlé du TAFTA et du CETA, mais peut-être indépendamment de ces traités que nous combattons. Est-ce qu'il faut donc rétablir des droits de douane, et puis comment s'y prendre, sur quels critères est-ce que, par exemple, ça doit être le critère de la distance qui doit primer, ou du mode de production? Est-ce qu'il y a des travaux sur ces points-là actuellement qui sont développés? Alors ça, c'est une grande question. Alors il faut savoir qu'avant 1994 et l'accord de l'OMC, en fait on avait, à mon avis, les droits de douane les plus intelligents qui soient, à savoir des droits de douane plus ou moins importants en fonction de l'état des prix internationaux. Je ne sais pas si je suis claire. Quand les prix internationaux chutaient, les droits de douane augmentaient, et vice-versa. Donc c'était des droits de douane variables. Aujourd'hui, l'OMC nous a imposé le fait que ce soit en pourcentage de la valeur du produit importé. C'est-à-dire, par exemple, c'est 20% de la valeur de tel produit. D'accord ? Du porc congelé, je ne sais pas quoi, ça va être 20 ou 30 ou 40% de la valeur du produit. Mais vous voyez bien, du coup, que c'est beaucoup moins intelligent que ces droits de douane variables, quoi. Alors évidemment, si on veut retourner à des droits de douane variables, là je parle vraiment dans l'idéal, puisqu'on m'a dit de me situer dans l'idéal. Et bien ça veut dire casser cet accord de l'OMC. Voilà. Moi, après, sur les questions, je sais qu'il y a des débats sur est-ce qu'il faut remettre des droits de douane ou pas, est-ce que c'est progressiste, tout ça. Moi, je ne vois pas d'autre solution en agriculture que de restaurer les droits de douane et dans l'idéal d'avoir des droits de douane variables. Parce qu'on le voit bien, alors là, il y a un exemple typique qui est le soja. Je veux dire, ça a été radical, hein. Dans les années 60, compromis avec les États-Unis, en gros, ils acceptent de ne pas venir nous embêter avec notre PAC si on accepte, entre autres, des droits de douane égaux à 0 sur le soja. Et donc on a accepté ça, le résultat c'est qu'on importe 80% du soja, essentiellement OGM, et puis ça veut dire que du coup l'essentiel de l'alimentation animale aujourd'hui, avec du soja, elle est OGM. Voilà, et donc du coup, ça pose toute la question de la souveraineté des choix de consommateurs européens, tout ça. Donc voilà, je pense que ça c'est la question des protections tarifaires. Et je finis avec un truc, c'est les protections non tarifaires, qui elles aussi sont attaquées par les accords de libre-échange, qui sont les protections sanitaires et phytosanitaires, environnementales, etc. Là, nous, on vient de faire un rapport, avec des instituts techniques qui montrent... sur le CETA, qui montre très bien qu'il y a des risques importants de pression, par exemple, sur nos normes vis-à-vis des OGM, les variétés qu'on accepte de consommer, qu'on accepte d'importer, qu'on accepte de cultiver. Il y a des pressions, ne serait-ce que sur les manières dont on traite, c'est très technique, mais dont on traite... Aujourd'hui, on ne traite pas la viande, par exemple, avec... on ne traitait pas avec de l'acide, on l'a traité qu'avec de l'eau potable, enfin, on ne traitait pas avec de l'acide. Déjà, on a accepté l'acide lactique, il y a des pressions pour accepter les acides peroxyacétiques, etc. Enfin, je veux dire, c'est juste un exemple, mais il y a plein de normes aujourd'hui qui risquent d'être pressurées via les accords de libre-échange. Ça se fera pas avant la signature, ça se fera après. Parce que les accords de libre-échange, ils ont des dispositifs réglementaires qui permettront de faire pression. Ce qu'on appelle le forum de coopération réglementaire, ce qu'on appelle évidemment le mécanisme investisseur-État. Tous ces mécanismes-là vont permettre de faire pression. Il n'y a pas que dans l'agriculture, mais ça c'est un bon exemple, l'agriculture.
Et c'est clair qu'on va avoir des pressions, même sur la question de l'utilisation des hormones de croissance dans les élevages, etc. Et même sans mettre en cause les normes, directement les normes sanitaires, phytosanitaires, le problème c'est comme on met en concurrence par exemple la viande bovine canadienne, européenne, et qu'au Canada par exemple ils nourrissent avec des farines animales leurs animaux, ce que nous on ne fait plus depuis la vache folle, ben, ils ont des coûts de production beaucoup moins importants, notamment grâce à ça, beaucoup d'autres choses aussi. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un moment peut-être qu'il va y avoir des pressions pour que justement nous aussi on accepte les farines animales parce qu'il faut qu'on arrive à être concurrent face aux Canadiens. Donc vous voyez, c'est tout ça qui risque d'être mis en cause de façon directe ou indirecte. Et après la signature. C'est pour ça, quand ils nous disent mais non, dans le texte il n'y a rien qui remet en cause l'interdiction du bœuf aux hormones, bah ouais c'est sûr, c'est pas tout de suite. Par contre il y a des risques après quoi.